Ville française près de la frontière belge, occupée depuis 4 ans qu'ils se rendront d'abord. Et c'est à Fourmi que 40 ans plus tard, la télévision est allée à la recherche du passé. Madame Keller, où étiez-vous pendant la guerre de 1914? J'étais à Fourmi, monsieur, pendant les 4 années d'occupation par les Allemands. Et précisément, à la fin de l'occupation, dans les dernières semaines de la guerre, quel était l'état d'esprit des Allemands? Eh bien, les Allemands étaient très, très découragés. Vous voyez venir la faim, et surtout que la faim était mauvaise pour eux. Et nous les avons vus repasser pendant les derniers jours avec des voitures d'enfants, des poussettes, des moyennes fortunes sur lesquelles ils emportaient leurs bagages, se dirigeant vers la Belgique. Et assez indiscipliné, j'ai vu même dans cette rue un soldat qui a giflé un général qui lui demandait la route. Il était dans sa voiture et il est reparti, il n'est pas descendu du tout. Le général est reparti immédiatement. Les soldats étaient très mal nourris. Nous avons vu dans les derniers jours un soldat qui est venu ici, qui apportait une gamelle avec simplement de l'herbe de pâturage cuite et un ressort à la main. C'est ce qu'ils avaient pour une journée. Nous-mêmes, civils, nous n'étions pas beaucoup mieux servis. Nous avions des betteraves de fourrage. Et dans vos maisons, est-ce qu'ils ont respecté les objets mobiliers? Bon, mon Dieu, pas tellement, non. Il m'est arrivé de retrouver, après le départ d'un officier, les draps du lit coupés. Il en restait 60 cm, il restait le revers du drap sur la couverture, et le drap entier avait disparu. Et le 7 novembre au matin, où étiez-vous, Madame Keller? Eh bien, ici, j'étais ici même dans la chambre de mes parents, n'est-ce pas? Et j'ai regardé par la fenêtre dans la maison d'en face où j'habitais moi-même, n'est-ce pas? Et de cette maison, j'ai vu une auto qui se préparait à partir. Et il est descendu 4 officiers qui ont pris place dans la voiture et 2 soldats. Et ils avaient avec eux un grand drapeau blanc, un drap qui était enroulé sur un bambou, une grande barre de bambou qui me servait à enrouler un tapis en temps ordinaire. Et ce drap, ils l'ont placé entre eux en longueur sur la voiture découverte. N'est-ce pas? Ils sont donc partis tous vers 10 h le matin. Et ils sont rentrés à midi. Nous n'avons pas su exactement ce qui se passait. Une ordonnance était venue dire le matin, Madame Guerre, fini. Et, mon Dieu, on croyait parce qu'on voyait l'état d'esprit de tout le monde. Ils sont repartis, alors la voiture est repartie à midi, vers 3 h plutôt. Ils sont partis vers 3 h et ils sont revenus à 5 h. Et ils étaient toujours dans leur voiture et ils sont partis vers 6 h 30 le soir. Et là, on les a perdus. Et ce drap, Madame Keller? Eh bien, monsieur, ce drap est certainement un drap de la maison, étant donné que dans le lit qu'occupait l'officier, le lendemain matin, il n'y avait plus qu'un drap. Alors, je pense que c'est le deuxième qui avait servi à faire le drapeau blanc de l'armistice. Donc, la voiture des plénipotentiaires a quitté Fourmi dans la journée du 7 en direction du petit bourg d'Audroy. Monsieur Julien Lefebvre, quel âge aviez-vous en 1918, monsieur Lefebvre? Exactement 10 ans et 3 mois. Et où étiez-vous pendant la guerre de 14-18? Dans cette ferme-ci où nous sommes nés. Et cette ferme était occupée? Et tout a été occupé pendant 4 ans par les Allemands. Quel était l'état d'esprit des Allemands pendant les dernières semaines? Oh, les dernières semaines, déplorables. Hein. Nous avons vu l'armée allemande disciplinée. Nous avons vu, passez-moi l'expression, mais enfin, les deuxièmes classes recevoir des coups de pied où je pense, quoi. Hein. Et là, en mois de novembre, c'était presque le contraire, parce que nous avons vu ici un officier qui logeait, et il a cette barrière, des soldats allemands qui lui ont craché dans la figure. Est-ce que vous avez vu des soldats également qui se repliaient? Oh, bon, c'était d'une façon, c'était inondé. Vous savez, ils descendaient ici à 3 régiments de front, quoi. Il y en avait même qui passaient dans la pâture. Les fossés, là, ça n'existait plus, c'était plein de boue. C'était la débandade, en somme. Oh là là, enfin, débandade, nous, on ne savait pas si c'était la débandade, mais enfin, je veux dire, on voyait qu'ils avaient un mauvais moral, quoi. Mais est-ce que le 7 novembre, est-ce qu'ils étaient encore là? Ah oui, ils étaient encore là. Ils étaient encore là. Ils tiraillaient, là, comme ça, à droite et à gauche, quoi. D'ailleurs, nous avons vu, là, ici, dans la pâture de l'autre côté, là, 2 soldats allemands se faire tuer. Et nous avons su après qu'ils avaient été tués par des Allemands, quoi, par un 77 trop court, certainement, quoi. Dans l'après-midi du 7? Dans l'après-midi du 7, oui. Et vers la soirée, où étiez-vous, monsieur Lefebvre?
Vers la soirée, ben, nous étions dans la maison parce que, automatiquement, les Allemands nous avaient interdit de sortir dans la cour depuis le matin, quoi. Hein? Et vous avez soupé à quelle heure à peu près? Oh, et on était sans lumière, alors certainement pas tard, hein, peut-être 6 heures, quoi. Et que s'est-il passé alors? Bon, on était là comme des gosses, et puis il y avait des réfugiés dans la cave, des réfugiés de Chauny qui avaient beaucoup plus peur que nous, parce qu'eux savaient ce que c'était que la guerre. Hein. Alors ils nous disaient toujours qu'il fallait descendre dans la cave, mais nous on faisait le récalcitrant. Hein. Alors à un moment, on a entendu un clairon qui montait cette côte-là. Alors tout le monde était avancé, mais à la fenêtre, là, il y avait un matelas, et c'est notre père qui a regardé au coin et qui nous a appelés en disant « Venez voir, là, un drapeau blanc ». Et en fait, nous sommes arrivés tous et nous avons vu un drapeau blanc, derrière une voiture, et sur le marchepied gauche de la voiture, un clairon ou un trompette qui sonnait, quoi. Il y avait plusieurs voitures. Ah, il y en avait d'autres derrière, oui. Et les unes éclairaient les autres. Oui, oui. Mais quand avez-vous su que c'était des parlementaires qui étaient passés? Eh bien, nous l'avons su vers 11 h du soir, hein, parce que nous avons eu la visite de soldats français, une chose qu'on ne savait pas, qui nous ont dit que depuis le matin, ils étaient là aux fermes plus haut, quoi, 200 mètres d'ici, les fermes que vous apercevez. Mais la certitude définitive, vous l'avez su? Ah, ben ça, le lendemain matin, parce que là, c'était une invasion de Français, quoi. Et ce qu'on se souvient, nous, l'histoire de gosse, hein, c'est que c'est la première fois qu'on a mangé autant de chocolat. Jean Tonnat, 2e classe, 1re section, 3e compagnie du 171e régiment d'infanterie. Monsieur Jean Tonnat, où étiez-vous le 7 au matin? Le 7 au matin, nous avons atteint la Capelle à environ 8 h. Immédiatement après, mon lieutenant Angy reçoit l'ordre d'arrêter sa compagnie. Environ midi, nous reprenons la marche en avant. La première section, côté gauche de la route allant à haut droit. La deuxième section, côté droite. Nous arrivons à cette haie que voici. Nous la sautons allègrement car à cette époque, j'avais 23 ans. Sur notre gauche, nous avons nos inséparables camarades de 19 qui sont en liaison avec nous. Et ensuite, nous traversons le chemin de terre battue et nous traversons la petite haie qui est ici devant nous. En face de nous, une vingtaine d'Allemands déséquipés nous regardent et aussitôt, le sergent Nadeau nous commande « Feu !» Il y a des morts et des blessés, nous nous approchons. Là-bas, la haie qui est là-bas. Alors nous faisons prisonnier les valides. Le sergent Nadeau me donne l'ordre de prendre l'officier allemand. Je lui saisis sa carte que voici et je m'en vais avec l'officier et la ramène là-bas. Je creuse mon trou ici. Environ 8 h, nous apercevons des lumières blanches venant de haut droit. La première a un grand drapeau blanc, les voitures se suivent à intervalles, des grosses lumières apparaissent avec l'avancement des voitures, et alors nous entendons presque au même moment un trompette allemand que j'ai su par la suite qui s'appelait Zodrowski, qui sonne un air de cavalerie. Les voitures s'avancent doucement, le lieutenant Angy et ses hommes sont au milieu de la route, le capitaine L'Huillier s'est joint avec sa liaison pour recevoir les parlementaires. Nous arrêtons la voiture, la première voiture à une dizaine de mètres. De la première voiture descend le général von Winterfeld. Il se met devant le capot et nous salue en nous annonçant « Général von Winterfeld, je viens au nom du nouveau gouvernement allemand négocier l'armistice. » Le capitaine L'Huillier lui dit « Je n'ai pas mission de vous recevoir. Veuillez remonter en voiture, je vais vous présenter au commandant Ducornet, commandant des avant-postes. » Jean Lefebvre Dupré, aspirant à la 1re compagnie du 19e bataillon de chasseurs. Monsieur Lefebvre Dupré, où étiez-vous le 7 vers 8 h? Nous étions ici, sur ce chemin qui va tout droit à la Capelle par la Sansolière. Vers 8 h 20, sur la route d'au droit, nous apercevons de grandes lueurs. Ces lueurs se rapprochent. Elles bougent. Et nous voyons bientôt que ce sont des autos, 5, qui s'avancent. Quelques instants plus tard, nous entendons le clairon français, le
Clairon, cellier du 161. C'est le cessez-le-feu. Les lignes sont franchies. Les plénipotentiaires sont conduits à la Capelle où le commandant de Bourbon-Busset les attend. À la Villa Pâques, on procède rapidement, ici, dans cette cour, à un échange de voitures. Et l'on repart pour Homblières. C'est au presbytère qu'on sert un repas aux plénipotentiaires, parmi lesquels le général von Winterfeld, le ministre Herzberger et l'ambassadeur Ollendorf.